pris le graphe de Nmax. En fait, la différence, c'est que là, vous avez aussi les ordres des clients. Dans un market maker, sur le bit de l'ASC, vous n'avez pas l'ordre des clients du market maker. Là, vous allez les avoir. Si vous mettez un ordre à l'achat que vous n'achetez pas à l'ASC, vous aurez l'ordre du client. Et vous avez toutes les banques. La différence, c'est que là, le spread dépend des intervenants, ne dépend pas donc de l'ECN. Et en contrepartie, pour se rémunérer, puisque finalement, se rémunère pas sur le spread, il va vous prendre des commissions volume. Tous les temps de millions de dollars, il va vous prendre cela. Ce que ne fera pas un market maker. Alors, ce que je voulais préciser, c'est qu'il y a une différence entre les ECN et les market makers, c'est que le market maker, comme il prend toute la pause à des moments, une partie de la pause des clients, finalement, il a un risque, il a une pause à un moment sur le marché, et qui, des fois, il peut se tromper. Normalement, il a des garde-fous, il a une valuatrice, il a des stop-loss, et normalement, si c'est bien réglé, c'est comme dans pour n'importe quel trader, dans n'importe quelle banque, il doit limiter ses risques. Sauf que finalement, un market maker, comme il a une pause qui peut être assez grosse, si le marché est très volatile, il est plus en risque. Le CN, lui, comme il retourne toutes les positions, il ne prend pas les positions, il a un système STP, le CN, il est en moins en risque. Il a les risques d'exécution, comme le market maker, il est moins en risque. Souvent, ce que j'ai remarqué chez les ECN, le dépôt est plus élevé que chez un market maker. Il y en a certains qui n'ont pas de BAF, donc ça évolue, mais souvent, ils ont peu de service à la clientèle, à l'opposé d'un market maker qui va vous aider, qui va vous donner un accès à plein d'informations. Alors pareil, je repose la même question, que se passe-t-il avec une position ouverte en cas de faillite de l'ECN? Parce qu'il y a toujours un moment où vous passez l'ordre, et puis il fait faillite, il a été transmis à la banque, mais je ne sais pas comment ça se passe. Maintenant, le loading desk, c'est un système un peu intermédiaire en fait. Donc là, j'ai repris le contrat de FXCM. Et donc pareil, ils ont la disclosure obligatoire aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent bien que FXCM est une contrepartie dans la transaction. Donc c'est bien qu'il y a votre position, en fait. Et donc, il est bien acheteur quand vous êtes vendeur, et vendeur quand vous êtes acheteur. Donc là, c'est comme ça ressemble à un market maker. Après, qu'est-ce qu'on vous dit? FXM a rajouté dans sa disclosure que dans le modèle loading index, la différence c'est qu'il se hedge. Il a votre position, mais il se hedge tout de suite. Il ne garde pas, il ne fait pas une somme des positions des clients, de certains clients. Et donc en fait, ils vous disent bien que finalement, vous mettez une position, tout de suite elle est retournée. Donc si vous mettez 10 000 euros, il retourne 10 000 euros. Si vous mettez 20 000 $, il retourne 20 000 $ sur l'interbancaire automatiquement. En fait, la différence, c'est que lui, il rajoute un markup. En fait, il fait le prix en fonction des banques. Donc, il a un spread qui est variable. Et il rajoute un markup pour vivre, pour vous offrir accès à l'interbancaire pour vivre. Donc, c'est un système qui est un petit peu intermédiaire, puisqu'en fait, tous les deals sont OCT. Mais finalement, je dirais, il reconstruit le prix comme un market maker. Alors, pour terminer, ce qu'il faut vérifier quand vous ouvrez un compte, c'est d'aller voir chez l'autorité gendarme de la bourse. Donc nous, si on est en France, c'est l'AMF. Il y a des alertes, il y a un numéro, vous les appelez. Je veux dire, ils vont vous dire attention, ce courtier n'est pas autorisé à traiter, il n'est pas accrédité par CECI, par la Banque de France. Donc ça veut dire quoi? Si vous traitez avec un courtier comme ça, si vous avez un problème, on va tout de suite, l'AMF va tout de suite vous dire non, ce courtier par exemple, il est en Hongrie, vous vous adressez à l'autorité hongroise, moi je ne peux pas vous aider, et l'autorité hongroise, quand elle va vous répondre, parce qu'elle va vous répondre, c'est le client, elle va vous dire on vous répond en hongrois, parce que nous, notre langue officielle, c'est le hongrois. Donc si vous commencez à avoir des problèmes, ça veut dire traducteur agréé par un tribunal administratif, avocat international. Donc si vous avez un compte de 10 000 euros, vous l'oubliez. Donc le conseil, c'est plutôt de prendre une classe financière qui est sûre déjà, et donc qui est agréée par l'AMF.
un courtier agréé par l'AMF. Donc pareil aux États-Unis, si vous vous posez des questions sur le courtier, il y a la NFA, la National Futures Association, tous les courtiers ont un numéro identifiant, vous pouvez leur demander, ils sont obligés de vous le dire, c'est une plaque d'immatriculation. Là vous allez sur le site, vous avez des infos sur toutes les plaintes qui ont été portées contre le courtier de façon anonyme et comment elles ont été résolues. Donc vous pouvez le faire, vous avez ça dans beaucoup de places, je pense en Suisse, c'est pareil, vous l'avez ça. Voilà, donc pour terminer, je vous disais, il faut vérifier le lieu du siège social, s'il est bien agréé par l'autorité locale. Il faut lire le contrat d'ouverture, je veux dire du compte, avant de signer, parce que vous avez beaucoup d'infos dedans. Et si vous voulez avoir votre indice, tous ceux qui ont été cotés en bourse sont obligés d'expliquer leur business model aux investisseurs. Et donc dans ces cas-là, vous allez comprendre comment ils fonctionnent. Hein, et donc quand on est coté en bourse, c'est le papier pour l'introduction en bourse, il est vérifié par l'autorité boursière. Donc ils ne peuvent pas raconter n'importe quoi. Donc voilà, et donc maintenant je les laisse prendre la parole. Merci. Donc écoutez, je vais passer la parole à un market maker, donc nous avons simplement fait. Bonjour. Bonjour, ouais, merci vraiment pour cette présentation, c'était très clair et je pense tout à fait exact. D'ailleurs, je pense qu'en fait on n'est peut-être pas market maker parce que en lisant les petites lignes du contrat de FXM, Saxo Bank fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire que on est contrepartie de nos clients, Saxo Bank France, mais on offset immédiatement tous nos trades avec Saxo Bank au Danemark, qui est notre maison mère. Donc on fonctionne exactement de la même manière. Et donc, on pourrait dire qu'on est loading desk aussi, si on voulait. D'ailleurs, je dis ça en introduction parce que, en fait, pour moi, le concept de loading desk est purement culturel, en fait. C'est quelque chose qui vient des États-Unis. Et aux États-Unis, au cours des années 2000, on a vu les plus grosses faillites et les plus grosses escroqueries dans le milieu de la finance. Donc, récemment, Madoff, mais aussi, si on parle des brokers, des pure brokers, Refco, qui est un des plus gros courtiers américains qui a fait faillite en une semaine en 2005. On a eu Man Financial plus récemment, aussi un des plus gros courtiers sur les futurs qui a disparu très très vite aussi récemment. On a eu Lehman Brothers, on a eu aussi Enron au début des années 2000. Donc les États-Unis quand même, c'est un pays de cow-boys et dans la finance, il y a des cow-boys aussi. Et il y a des histoires incroyables d'escroqueries qui, aux États-Unis, depuis toujours et surtout depuis les années 2000. Si on regarde plus spécifiquement sur le marché des changes, sur le Forex, au début des années 2000, il y a eu une vraie explosion des courtiers retail sur le FX, qui étaient essentiellement des sociétés Internet, qui se sont développées énormément et très très vite, sans aucune réglementation. Et aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'excès, avec beaucoup de petits courtiers qui se sont développés et qui abusaient du market making, parce qu'on l'a vu, le market making, on peut faire des choses, si on veut, on peut décaler les prix, on peut faire plein de choses qui ne sont pas du tout en faveur du client, et on va dire que beaucoup de courtiers américains faisaient ça. Donc, petit à petit, le marché en fait, FX aux États-Unis s'est mis à rétrécir, alors qu'il était très très gros au départ, il s'est mis à rétrécir. Parallèlement à ça aussi, aux États-Unis, ces sociétés qui avaient beaucoup de succès étaient essentiellement des success stories de l'Internet, donc des gens qui viennent de l'Internet, pas des gens qui viennent du milieu bancaire, pas des gens qui ont une expérience bancaire, pas des vrais traders, pas des gens qui savent faire du market making, qui savent respecter les limites de risque. Et donc, il y a quelques brokers qui se sont fait très très peur à des moments donnés, qui ont fait du market making, qui se sont retrouvés avec des positions énormes parce qu'ils avaient énormément beaucoup plus de clients que ce qu'ils auraient pu imaginer au départ. Donc ils avaient tellement de clients qu'ils n'arrivaient plus à gérer en fait, le risque face à leurs clients. Ils se retrouvaient avec des grosses positions sans même s'en rendre compte. Et pour un des plus gros courtiers américains, un jour, en une journée, le marché s'est retourné très très vite et ils ont perdu l'équivalent d'un an de chiffre d'affaires. Donc à partir de ce moment-là, ils se sont dit, voilà, en une journée, on a perdu un an de chiffre d'affaires parce qu'on n'arrive pas à gérer notre market making. En plus, aux États-Unis, il y a eu tellement d'escroqueries, etc. Au niveau du market making, parce que vu l'absence de régulation, et ben on va faire
notre propre régulation, et puis on va même pas faire notre propre régulation, on va faire notre propre argument marketing, qui va être un super argument marketing, qui va s'appeler le mot dealing desk, parce que c'est que du marketing. On va dire, voilà, on n'est pas contrepartie des clients parce que tout le monde est. Il n'y a que des escrocs. Et donc, même nous, parce que d'ailleurs, souvent ce qu'on dit, c'est qu'on est souvent suspicieux de ses propres méfaits, quoi. Donc c'était un moyen assez facile de dire, voilà, écoutez, nous, on n'est plus market maker parce qu'on a fait des bêtises dans le passé, et donc maintenant, on n'a plus de contrepartie des clients, et on vous offre quelque chose qui nous laisse, un super argument marketing. Et en plus de ça, ça leur permet d'externaliser, parce que c'est ça qui s'est passé en fait. Le Modeling Desk, c'est juste une manière d'externaliser le market making, c'est-à-dire au lieu de le faire chez soi, on le fait ailleurs. Donc c'est ce que je disais chez Saxo Bank, nous, chez Saxo Bank France, on ne fait pas notre market making en France, on l'externalise chez Saxo Bank au Danemark, parce qu'il y a beaucoup plus de flux, et Saxo Bank au Danemark, on rassemble tous les flux de tous les Saxo Bank à travers le monde, et permet de fournir une liquidité très dense à nos clients.